Attends. Tu vas tout de même pas croire qu'un individu est capable de retenir des noms aussi grands qu'il veut et aussi longtemps qu'il veut. Ça semble un petit peu gros quand même. Je sais pas, toi, Francis, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de mémorisation? Quand j'étais môme, l'instituteur me disait souvent « Les enfants, la mémoire, ça se travaille ». Alors je sais pas si j'ai travaillé la mienne, mais en ce qui concerne le travail, ça, je peux te dire que j'ai commencé de bonne heure mon apprentissage de la menuiserie. Et quand on débute dans le métier, crois-moi, faut en retenir des trucs. Mais quand t'es môme, t'as pas l'impression d'apprendre, tu te contentes juste d'être là, tu regardes comment font les plus grands, et puis t'imites, tu répètes un geste tous les jours. Et puis au bout d'un moment, t'arrives à faire les choses naturellement. Moi, franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait l'effort d'avoir mémorisé quoi que ce soit pour apprendre mon métier. Ou pour te donner un exemple encore plus simple, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir mémorisé la notice de ta cafetière pour te faire un café? Ouais, c'est pas faux, ça se défend, effectivement. Sauf que là, il s'agit tout de même de mémoriser une séquence de chiffres. C'est pas rien. Si toi t'y crois vraiment, eh bien, tu n'es peut-être pas si éloigné que ça de la vérité. Encore faut-il que notre individu fasse preuve d'énormément d'imagination, mais surtout fasse preuve de méthode. Et ça tombe bien, vois-tu, car aujourd'hui, c'est précisément de cette méthode-là dont on va parler. Début 1600, l'astronome et mathématicien Pierre Erigone va mettre la main sur quelque chose de bizarre. Quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec ses travaux en astronomie, et qui aurait pu même passer pour une simple curiosité, et tomber finalement aux oubliettes une fois la mort du savant. Sauf que non. Sa petite découverte va traverser le temps, et va finalement même intéresser un certain nombre de personnes. Alors, il y aura des philosophes, des mathématiciens, des physiciens, des astronomes, même des romanciers, des ecclésiastiques ou des sténographes. Mais qu'est-ce donc que cette découverte qui finalement va intéresser autant de monde avec des horizons aussi différents? Dans la lignée de François Viette, Pierre Erigone s'intéresse de près au formalisme mathématique, aux symboles, aux abréviations, aux notations en tout genre, et plus généralement au langage. Bref, pour la faire courte, notre homme a largement contribué à sa manière à l'émergence d'un langage universel en mathématiques. Il ne le verra pas et il va mourir avant. Mais il n'empêche que les symboles, c'est son truc à Pierrot. Et c'est tellement son truc, il va avoir une idée un petit peu bizarre, celle de remplacer les chiffres par d'autres symboles. Après tout, les chiffres ne sont que des symboles parmi tant d'autres. Sauf que les chiffres, eux, sont difficiles à mémoriser. On aurait très bien pu trouver un autre symbole, et c'est ce qu'il va faire notre ami Pierrot. Alors seulement voilà, remplacer les chiffres par un autre symbole, d'accord, mais lequel? Pierre Erigone propose de remplacer les chiffres par des lettres. Seulement là, on voit bien qu'il va y avoir un petit souci, parce que les chiffres, il y en a 10 effectivement de 0 à 9, alors que les lettres, eh bien, il y en a beaucoup plus que ça. Alors on pourrait très bien dire, oui, mais il n'y a qu'à choisir les voyelles par exemple, sauf que là, bah non, ça ne marche pas non plus avec les voyelles, il n'y en a pas 10. Et les consonnes non plus. Alors, on sent bien qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir faire un tri dans les lettres que l'on va choisir. Et ça, faire le tri dans les lettres, et notamment dans les consonnes, ça, c'est un truc que savent extrêmement bien faire les sténographes. Et oui, pour développer des méthodes d'écriture qui permettent d'écrire aussi vite que l'on parle, le sténographe va se la jouer à l'économie. Il va davantage retranscrire des sons plus que des lettres proprement dites. Et comme certaines lettres ont des sonorités suffisamment proches, il ne va pas s'embarrasser d'un alphabet tout entier. Il codera par exemple de la même manière le son ZE et le son SE, ou le son NIE et le son NE. C'est en exploitant cette faille que le sténographe Aimé Paris va développer début 1800 sa propre méthode de sténographie
et proposer, tiens, soyons fous dans la foulée, son propre code chiffre-son. À chaque chiffre, il propose un son associé, ou, pour être plus précis, ce que les linguistes appellent un phonème, une unité de son minimale. Tout n'était donc qu'une question de chiffres et de lettres, ou plus précisément de chiffres et de sons. Et ce n'est pas ce candidat à cette évaluation qui va me dire le contraire. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Exclusivement, ouais, sauf qu'on se retrouve avec un tableau de correspondance qui ressemble à peu près à ça, qu'il aura fallu près de 200 ans pour y arriver, oui, quand même, 200 ans, et qu'on ne sait toujours pas à quoi est-ce qu'il va nous servir pour mémoriser les chiffres, et surtout comment est-ce qu'on s'en sert en pratique de ce tableau. Alors, voyons un petit peu ça avec quelques applications, mais avant de voir les applications, il faut tout de même voir le tableau, sinon on ne va rien comprendre, et ça ne servira à rien d'aller plus loin. Alors regardons un petit peu les différentes lignes de ce tableau. Alors, je vais vous épargner tout le vocabulaire un petit peu barbare des gens de la phonétique, mais sachez bien que ces deux tableaux-là sont en correspondance. Le chiffre 0 correspond au son SE ou au son ZE. Donc quand vous voyez le 0, pensez au Z de 0. Le Z est sifflant. Le chiffre 1, lui, correspond au son T ou au son 2. Là, il va falloir imaginer que le chiffre 1 ressemble étrangement à la lettre T, à la petite barre du T près. Le chiffre 2 lui correspond au son NE. Quand on écrit la lettre N, elle a deux jambes, donc pensez bien à ça, deux jambes, NE. Et de la même manière, le chiffre 3 correspond au son ME, M lorsqu'on l'écrit à trois jambes, 3, M, ME. Le chiffre 4 lui correspond au son RE, lettre R. Le chiffre 5, lui, est codé par le son LE. Souvenez-vous, dans les chiffres romains, L correspond à 50. Le chiffre 6, lui, sert à coder le son CHE ou JE. Chiffre numéro 7, le son QUE ou le son GUE. Chiffre numéro 8 sert à coder le son FEU ou le son VE. Et enfin, pour finir, le chiffre numéro 9, lui, va coder le son PE ou le son BE. Je vous laisse découvrir sur ce nouveau petit tableau quelques astuces qui permettent de retenir la correspondance entre les chiffres et les sons. Ce tableau-là, il a été gracieusement offert par Gérard Villemain sur son excellent site que je vous recommande. Et vous allez pouvoir voir aussi sur ce tableau quelques exemples de mots qui sont codés à l'aide des différents chiffres. Si le tableau de correspondance chiffre-son n'a plus aucun secret pour vous, alors vous n'aurez aucune difficulté pour passer ce premier test consistant à prononcer le son correspondant aux différents chiffres que vous allez voir apparaître à l'écran. 3, 2, 1, c'est parti. Re, ne, se ou ze, che, je, que, gueux. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, c'est fait pour ça, vous êtes sur YouTube, alors faites pause. Corsons un peu avec des séquences de 2 chiffres successifs à présent. C'est parti. Ne, me. Le ou me. Te peu ou te be, ou encore de be et de peu. Je ne vais pas accélérer la vitesse de défilement des chiffres à l'écran et commencer à vous raconter des bobards sur les soi-disant pouvoirs des images subliminales. Non. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé que depuis le début de cette vidéo, on tente désespérément de modifier votre perception des chiffres. Et oui, ces chiffres que vous connaissez depuis la maternelle, voilà qu'aujourd'hui, on vous demande de les voir autrement, de littéralement casser vos habitudes, de chambouler des décennies d'accoutumance à une représentation mentale. J'aime autant vous dire que ça, l'esprit humain, il aime pas trop. C'est la raison pour laquelle je vais laisser dans un des coins de la vidéo
le tableau des correspondances, et comme ça vous pourrez vous aider de ce tableau si jamais vous en avez besoin, pourquoi pas. Commençons par coder des séquences de 2 chiffres à l'aide d'un seul mot. Donc ce que j'appelle par coder, c'est remplacer 2 chiffres par un seul mot. Dans cette séquence-ci, qu'il faudra prononcer meureux, vous observez qu'il y a un tiret entre les 2 sons, le son me et le son re, et puis il y a un tiret également au début et un tiret à la fin. À la place de ces tirets-là, pour former un mot, il faudra mettre des voyelles ou des groupements de voyelles. Pour les voyelles, on utilisera classiquement A, E, I, O, U. Le Y, on le laisse à part, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ou des groupements de voyelles, où là, on pourra utiliser le son OU, ON, AN, IN, OUA, par exemple. Pour vous faciliter la tâche, on va tout simplement s'intéresser aux tirets qu'il y a entre les sons. Alors par exemple ici, vous pouvez former plein de mots. Le mot mare, le mot mère, le mot mire, le mot mort ou le mot mur. Finalement, toutes les voyelles ici forment un mot. Rien ne vous empêcher ici d'ajouter également des voyelles ou des groupements de voyelles en début de mot ou en fin de mot. Je donne pour exemple ici emmuré, par exemple, ou le prénom Marion. C'était tout à fait valable également. Si on prend à présent le symétrique avec la séquence 43, qu'on prononcera remeux, alors là, vous pouvez former tout un tas de mots comme le mot rame, le mot rhum ou le mot enrhumé, si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez, c'est vous qui allez composer vos propres mots. Si tu prends un nombre de 2 chiffres quelconque, allez, on va le noter DU, D comme dizaine, U comme unité. Le tiret à gauche de la lettre D, tu peux au moins la remplacer par 16 sons distincts. Et tu peux faire exactement la même chose avec les 2 autres tirets. Donc finalement, tu peux construire au moins 16 x 16 x 16 mots, soit pas moins de 4000 mots. Et parmi ces 4000 mots, eh bien, figure-toi que la majorité n'existe pas, et ce, quel que soit le vocabulaire que tu utilises. De la même manière, si tu prends un nombre quelconque de 3 chiffres, allez, on va le noter CDU, centaines, dizaines, unités, il est possible également de remplacer chacun des tirets par au moins 16 sons distincts. Donc là, au final, techniquement, il est possible de construire pas moins de 65 000 mots. Parmi ces 65 000 mots, eh bien, il y a une infime partie qui figure dans ton dictionnaire. Si on prend par exemple le nombre 787, ce nombre-là peut être codé par un seul mot. Il est possible de coder 787 par le mot convaincu ou par le mot équivoque. En fouillant bien, tu peux peut-être en trouver d'autres, mais tu ne vas pas en trouver non plus beaucoup plus que 10. Et regarde bien cette proportion-là, tu as trouvé 10 mots pour le nombre 787, alors que techniquement, avec ce nombre-là, il était possible de former 65 000 mots. Donc regarde un petit peu le rapport de force, 65 000 mots d'un côté, face à une dizaine tout au plus de l'autre. La proportion est vraiment incroyable. Quand on poursuit ce raisonnement-là jusqu'au bout, et en essayant de coder des nombres de plus en plus grands, on arrive à une situation un petit peu paradoxale, où le nombre de mots qu'il est mécaniquement possible de construire tend vers l'infini, alors que le nombre de mots existants dans la base lexicale, lui, tend vers 0. C'est complètement dingue, mais c'est ainsi, donc il va falloir faire avec. Plus vous allez essayer de chercher à coder un grand nombre de chiffres avec un seul mot, et moins vous y parviendrez tout simplement. C'est la raison pour laquelle je recommande de coder les chiffres 3 par 3 et ce sera déjà pas mal. En essayant de coder un nombre de 3 chiffres par un seul mot, vous allez vous rendre compte que déjà le niveau de difficulté est suffisamment élevé. Pour ceux qui auraient un doute, je vous laisse vous échauffer les neurones avec les plaques d'immatriculation pour un premier round. Vous allez voir, déjà c'est pas mal difficile.
Round 1, fight! T'as remarqué ici que le chiffre 5 est codé par le son IE dans le verbe chamailler. Donc je m'empresse de rajouter cette nouvelle correspondance dans le tableau en haut à droite. 5 correspondra au son IE qu'on pourra écrire avec 2 L ou avec un Y. Alors on trouve plein de mots avec ces deux premiers numéros de plaque, mais c'est pas toujours aussi simple que ça, comme tu peux le voir. Là franchement, avec cette séquence, c'est difficile d'être très productif en termes de mots, mais il y a des fois où c'est encore pire. Avec quel mot tu veux coder par exemple cette plaque-là, ou celle-là, ou encore celle-là? Non, là, il n'y a rien à faire, t'es définitivement battu. Il manque quelque chose pour mémoriser les chiffres 3 par 3 et être totalement à l'aise en toutes circonstances, quelles que soient les séquences de chiffres. Ce qui nous manque, ce sont des règles complémentaires à celles que nous avons vues en début de vidéo. Une sorte de bonus qu'on peut énoncer en 3 points. Règle numéro 1. Exploite le vocabulaire le plus large possible. N'hésite pas à utiliser des noms propres, des prénoms, des noms-lieux ou même des marques. Utilise des mots d'argot, des mots de verlan si ça te fait plaisir, ou même des mots d'origine étrangère. Tout est bon à prendre. Le but, oublie pas, c'est de connaître un maximum de chiffres possibles, mais surtout le plus vite possible. Règle numéro 2. Apprends les suffixes, les préfixes et les terminaisons les plus utilisées en français. Elles te seront utiles. Tu prononceras par contre le suffixe able, ab, A-B. Règle numéro 3. Les mots composés et plus généralement tous les mots qui sont séparés par un trait d'union ne représenteront qu'un seul et même mot. C'est assez pratique. Si vous prenez un verbe et que vous lui ajoutez un pronom personnel juste derrière, eh bien ça comptera pour un seul mot. Allez, je vais vous prendre comme exemple le mot « pouvez-vous », composé du verbe « pouvoir » et du pronom personnel « vous », situé juste après. Donc « pouvez-vous » se permettra de coder le nombre 988, plutôt pratique. Si tu ne t'en sors pas avec tout ça, tu peux jeter un œil sur le tableau Excel qui code l'ensemble des 1000 nombres de 3 chiffres, de 000 à 999. Le lien figure bien évidemment dans la description de la vidéo. Pour gagner en rapidité, inutile d'apprendre par cœur ce tableau, ce serait franchement indigeste. Je vous conseille plutôt, ça c'est plus intelligent à mon sens, de pratiquer. Donc tous les jours, n'hésitez pas à pratiquer. Dès que vous voyez une séquence de chiffres, n'hésitez pas à essayer de trouver le mot qui ira coder cette dernière. On arrête avec les règles, il y en a déjà suffisamment comme ça. Et je vais simplement synthétiser les règles complémentaires avec un nouveau tableau. Voyons voir comment on peut jouer avec toutes ces règles-là à l'aide de 3 exemples tirés de la vie courante. La mémorisation du code secret du digicode, les codes PIN et les anciennes plaques d'immatriculation. Toutes ces applications ont pour point commun la mémorisation d'un nombre de 4 chiffres. Mais souviens-toi, je t'avais expliqué qu'il n'était pas toujours possible de trouver un mot, un seul, qui ira coder une séquence de 4 chiffres. Mais parfois, c'est possible. Alors, on ne va pas s'en priver. Et c'est ce que je te propose ici, avec la première plaque d'immatriculation portant le numéro 5217. Codons d'abord les 3 premiers chiffres, 521. Je pense que tu auras trouvé le mot assez facilement, c'est le mot lunette, par exemple. Si tu regardes un petit peu le tableau de synthèse des règles complémentaires qui est au-dessus de ma tête, tu remarqueras que tous les mots qui finissent par un 7 ont tendance à être des mots finissant par le son AC ou le son IC. Donc lunette plus AC, ça fait lunettac, c'est pas terrible. Par contre, lunétique, là ça sonne un petit peu mieux à mon oreille. C'est le mot lunatique, par exemple. Deuxième plaque à présent avec la plaque portant le numéro 9412. Alors rebelote, on va essayer de coder ça par étapes. On va prendre les 3 premiers chiffres, 941. Moi ça m'inspire un truc, ça m'inspire le mot barrette. Sauf qu'il y a un 2 derrière, donc barrettine, barrettonne, barrettaine... Barrettine, ouais, barrettine c'est pas mal, ça fait baratine par exemple. Verbe baratiner. Très bien, baratiner peut tout à fait coder cette plaque-là, il n'y a pas de souci. Mais on aurait pu penser également à d'autres mots.
Je pense notamment au mot Bretagne ou bretonne. Par exemple, c'était tout à fait possible. On change de registre à présent avec les digicodes. Le code secret de ma résidence vient de changer, hélas, et le nouveau code à retenir est 0503. Alors, par quel mot est-ce que je vais pouvoir coder la séquence 0503 ? J'utilise exactement la même tactique que tout à l'heure. Je vais prendre les 3 premiers chiffres, 050. Alors il y a plein de mots pour coder 050. Je pense à solution, je pense à salsa, je pense à salaison. Et avec tous ces mots-là, il faut que j'incorpore un M final. Donc c'est pas évident, ça fait solucium, bof, c'est pas terrible. Salsa, salsum, salsam, bof. Salésum, salésam, c'est pas terrible non plus. Quand soudain, bim, petit coup d'éclair, je pense au mot silicium. Et là, on est bon. Avec silicium, on arrive à coder la séquence 0503, tant mieux. Mais il y a des fois où on ne trouve pas de mots pour pouvoir coder une séquence de 4 chiffres. C'est l'exemple qu'on va prendre maintenant. Hop, on passe au suivant avec le code PIN. Le code PIN de référence, celui que tout le monde met, c'est 4 x 0. Alors essayons de trouver un nombre qui pourra coder 4 x 0. C'est une drôle de séquence. Personnellement, j'en ai pas trouvé. J'ai eu beau chercher, j'ai cherché du côté des sensations, saucissons, et même avec tout ça, il me manque toujours un S final pour pouvoir vraiment coder cette séquence de 4 chiffres. 4-0, c'est pas évident. Qu'à cela ne tienne, si c'est pas évident et si on n'arrive pas à coder cette séquence-là avec un seul mot, eh ben on va le faire avec 2 mots. Donc on coupe ça en 2, 2 zéros d'un côté, 2 zéros de l'autre, donc il y aura 2 mots. Et là c'est facile. L'ascension du sensi. Autre exemple possible, c'est vous qui inventez votre histoire, n'oubliez pas. Le suçon de la sangsue, pourquoi pas. Allez, on prend encore un autre exemple avec ce code PIN. Le code PIN de référence également, c'est 1, 2, 3, 4. Tout le monde a vu cette séquence. Là, par contre, c'est possible de coder cette séquence-là avec un seul mot. Le verbe dénommer, conjugué, ils dénommèrent. Alors là, on en arrive à un stade où on est obligé de commencer à faire des phrases pour pouvoir coder des séquences de chiffres. Et ça, c'est intéressant parce que quand on fait des phrases, eh bien, il y aura des mots dans cette phrase qui iront directement coder des morceaux de la séquence de chiffres. Et puis, il y a des mots qui, eux, n'ont rien à voir avec la séquence de chiffres. Si je reprends mon exemple du code PIN 4 x 0, j'avais utilisé la phrase « l'ascension du sensi ». Dans l'ascension du sensi, le mot L', lui, ne codait pas un nombre. Le mot DU ne codait pas non plus un nombre. Il y avait seulement les mots ascension et sensi qui servaient vraiment à coder des chiffres. Et c'est à vous de définir votre niveau de codage. Quand j'utilisais l'ascension du sensi pour coder la séquence 0000, je faisais du codage de niveau 2. Donc, tous les mots de longueur 1 ne comptent pas, ou du moins ne codent pas un chiffre. Le mot du est un mot de longueur 1, il ne code pas de chiffre, de la même manière que le mot L' ne code pas de chiffre, puisque je faisais du codage de niveau 2. Ça, c'est à vous de le choisir, votre niveau de codage. Vous verrez tout à l'heure, on va faire des phrases où là, on fera du codage de niveau 3 ou plus. Une autre façon d'aborder. Allô, bonjour. Ma candidature n'a pas été retenue. Écoutez, c'est la première fois qu'on se donne la peine de m'appeler pour me prévenir, donc merci. Je vous entends mal, madame, excusez-moi. Ah, d'accord. Donc,
Rien n'est perdu, mon CV a été transmis dans un autre département. D'accord, très bien. Mhm. Oui, bah écoutez, je les appellerai en début de semaine prochaine, oui. Voilà, on va faire comme ça. Mhm. J'ai pris de quoi mémoriser le numéro, je vous écoute, madame. Mhm. Le 142 685 300, vous voulez dire? Les derniers chevaliers moisissent, c'est bien ça le bon numéro, madame. Allô? Allô? Si tu supprimes le premier zéro d'un numéro de téléphone, alors ce numéro de téléphone peut se résumer à une seule phrase de 3 mots. C'est plutôt simple, non? Un numéro de téléphone, c'est 3 mots. Et si t'es vraiment chaud, tu peux même coder le premier zéro de ton numéro de téléphone à l'aide également d'une seule phrase de 3 mots, mais dont un des 3 mots, lui, sera de longueur 4. Et ouais, on y vient, au fameux codage de niveau 4. Si je reprends le numéro de téléphone de tout à l'heure, qui apparaît ici, eh bien, la première séquence de 4 chiffres que tu vois là, 01 42, ça, je peux le remplacer par un seul mot. Je vais le remplacer par exemple par le mot Sandrine. Ouais, j'aime bien commencer des fois mes petites histoires par des prénoms. Et là, ça tombe bien, puisque Sandrine permet de coder les 4 premiers chiffres de ce numéro de téléphone. À la suite de ça, vous avez donc 6 chiffres à coder, donc 2 mots de longueur 3, ça fera l'affaire. Je propose ici, moi, ma petite histoire perso, ce serait Sandrine gifle le musicien. Pourquoi pas? Plus fort encore à présent, en essayant de retenir les 16 chiffres de ta carte bancaire. Bah ouais, c'est plutôt pratique, ça t'évitera de sortir ta carte à chaque fois que tu fais des achats sur Internet. Tu peux mémoriser les 16 chiffres de ta carte bancaire avec une phrase de 5 mots, dont un des 5 mots sera de longueur 4. Ça découle directement de la division de 16 par 3, où 16 représente le nombre de chiffres de ta séquence et 3 le niveau de codage. Le résultat de cette division donne alors un quotient égal à 5. 5 représentera le nombre de mots de ta phrase et un reste égal à 1, qui lui t'indique le nombre de mots de longueur 4 de ta phrase. Ok, donc j'ai 5 mots à trouver, dont un sera de longueur 4. Problème, je le place où, ce mot de longueur 4? Alors il y a plusieurs découpages possibles. Je pourrais très bien le placer ici, ici, en fait il y a plein de choix possibles. Ou même encore en dernier, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que la séquence 90-10, eh bien je vois pas mal de mots apparaître avec cette séquence. Je pense notamment au mot bastos, au mot bastiaise, ou encore au mot pastis. Donc je me dis qu'avec tout ça, il y a peut-être moyen de former une petite histoire sympa. Alors il me reste maintenant encore à trouver 4 mots de longueur 3. Bon, à la vue de la séquence, à mon avis c'est jouable, c'est pas insurmontable. Et du coup, ma petite histoire à moi sur ce coup-là, ce serait: il recense une centaine de merles chez Jacques-Yves et fait la une bastiaise. Bon, ok, la phrase elle est un peu lourde avec son complément à rallonge, mais, elle a du sens, donc elle peut être mémorisée. Et c'est tout ce qui nous importe finalement, être capable de mémoriser une phrase pour pouvoir mémoriser des chiffres. T'as bien compris ici qu'il suffit pas d'accoler 5 mots qui n'ont aucun lien entre eux pour former une phrase. Non, ça marche pas comme ça. Il faut veiller à la cohérence de la syntaxe et de la sémantique. Et pour ça, tu disposes d'une arme redoutable. C'est de pouvoir intercaler autant de mots de longueur 0, 1 ou 2 que tu souhaites entre les mots de longueur 3 ou plus. Si je reprends mon exemple, j'avais intercalé les mots il, une, de, chez, et, fait, là. Grosso modo, les mots intercalaires que tu vas utiliser, ce sont généralement des pronoms, des articles et des déterminants. Et tous ces petits mots-là sont fondamentaux pour donner véritablement du sens à ta phrase. On ne peut pas passer à côté. Et vu que tu peux en mettre autant que tu veux et que c'est gratos, franchement, ne t'en prive pas.
La construction de la phrase, c'est un exercice de style qui demande à la fois une connaissance des mots de longueur 3, en gros c'est plus t'en connais, mieux c'est, et une certaine habileté. Il faut être suffisamment imaginatif pour contrebalancer la contrainte imposée par l'ordre des chiffres. Ce mélange subtil entre l'imagination et la contrainte, c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains écrivains, à l'instar de Georges Perec. Alors lui, il se paye le luxe d'écrire un livre entier sans utiliser une seule fois la lettre E. On a aussi Raymond Queneau, autre forme de contrainte. Lui, il nous raconte 99 fois la même histoire, mais de façon différente. Et puis, il y a la sulfureuse lettre de George Sand. Si tu ne l'as pas lu, va jeter un œil, c'est assez chaud quand même. Et puis, il y a bien évidemment tous les poètes, de façon générale. Tous ces gens-là, ils ont côtoyé de près ou de loin une certaine forme de contrainte dans l'écriture. En ce qui nous concerne, nous devons également écrire sous la contrainte, sauf que notre contrainte à nous, elle est directement dictée par la valeur et l'ordre des chiffres qu'on souhaite mémoriser. C'est le prix à payer pour utiliser la méthode de mémorisation. Alors cette méthode-là de mémorisation, si tu voulais la représenter, tu dessinerais une espèce de pyramide, où la brique dessinée en noir ici représenterait la liste de chiffres que tu souhaites mémoriser. L'étage du dessous, constitué de briques jaunes, représente finalement les différentes listes de sons que tu obtiens après transformation des chiffres en sons par le tableau de correspondance. Sachant que, oublie pas, pour un chiffre donné, il est parfois possible de le transformer non pas en un son, mais en deux sons. Donc ça explique pourquoi pour une liste de chiffres donnés, on peut aboutir à plusieurs listes de sons et non pas une seule. Si on descend encore d'un étage, on retrouve toutes les briques rouges qui, elles, représentent des listes de mots. Pour aboutir à des listes de mots, eh bien, on est parti d'une liste de sons. Et puis, pour transformer les sons en mots, on va utiliser évidemment une base lexicale et un niveau de codage, bien évidemment. Le niveau de codage, lui, permet de se mettre d'accord sur la longueur des mots qu'on souhaite créer. Une fois de plus ici, pour une liste de sons donnée, il est possible d'aboutir à non pas une liste de mots, mais plusieurs. Tout dépendra du mot que vous allez choisir dans votre base lexicale, mais ça dépendra également du niveau de codage que vous allez utiliser. Si vous utilisez par exemple un niveau de codage de niveau 2, vous allez créer des mots de longueur 2. Si vous utilisez un niveau de codage de niveau 3 ou plus, eh bien vos mots seront beaucoup plus grands. Tout dépend en fait finalement des différents choix que vous allez faire. En redescendant encore d'un étage, on arrive à la base de la pyramide, constituée de briques bleues. Alors chaque brique bleue va représenter des listes de phrases. Pour passer des mots aux phrases, là on avait utilisé, souviens-toi, des mots intercalaires. Tous ces mots intercalaires-là, c'est toi qui les choisis, tu es totalement libre. L'essentiel, c'est de pouvoir créer une phrase qui ait du sens. Partant d'une liste de mots donnés, il y a fort à parier que la phrase que tu trouveras sera différente de la mienne. Tout dépendra des mots intercalaires que toi et moi on va utiliser. À défaut de pouvoir retenir une liste de chiffres, ce qu'on fait, c'est qu'on retient une phrase ou une liste de phrases. C'est ce que j'appelais, moi, retenir une petite histoire. Et ça, l'être humain, il est très friand d'histoire. C'est le genre de truc qu'il arrive facilement à retenir, bien plus qu'une liste de chiffres. Souvent, on aime bien écouter une histoire, raconter une histoire. Certains aiment créer des histoires, d'autres encore faire des histoires, ça c'est autre chose. Et d'autres personnes encore pensent que l'histoire avec un grand H correspondrait à la mémoire collective. Donc c'est dire à quel point la mémoire et l'histoire, ou les histoires, sont intimement liées. Alors si on récapitule, pour mémoriser des chiffres, on va finalement mémoriser une phrase ou des phrases. Si la liste de chiffres est trop longue, on va le découper en plusieurs phrases. Et si je te donne une liste de chiffres, il y a fort à parier que la phrase que tu vas créer sera différente de la mienne. Et ça, quasiment avec une probabilité égale à 1. En revanche, ta phrase, comme la mienne, si on la repasse dans le tableau de correspondance et qu'on la retransforme en chiffres, eh bien, les chiffres que tu vas trouver seront exactement les mêmes que les miens, à l'ordre près. Perdre la tête.
Ouais, sauf que ça s'arrête pas là. Et si tes neurones n'ont pas encore totalement grillé, alors tu seras sans doute ravi d'apprendre que ce qui est valable pour les chiffres l'est également pour la mémorisation des couleurs. Bah ouais, sauf que le tableau de correspondance va légèrement changer. Je te laisse regarder un petit peu à quoi est-ce qu'il va ressembler. Et là, pour le coup, avec cette nouvelle méthode de mémorisation, tu avoueras quand même que ça devient tout de suite beaucoup plus facile de jouer à des jeux de ce type-là. Et il n'y a aucune raison pour qu'on s'arrête là. On peut encore continuer à mémoriser des trucs à l'aide de cette méthode. C'est le cas par exemple de la mémorisation des cartes. Tu peux très bien mémoriser la valeur et l'ordre des cartes. Petit clin d'œil au passage à Edward Thorp et à tous les compteurs de cartes, à l'aide de la même méthode de mémorisation, mais là pour le coup je te laisse construire par toi-même le tableau de correspondance qui va aller avec cette méthode. Et on peut continuer encore longtemps comme ça, à essayer de mémoriser tout et n'importe quoi avec cette méthode. Sauf que non, on ne peut pas non plus tout mémoriser. On sera limité tout de même par la taille du tableau de correspondance. Alors si tu veux jouer avec les consonnes comme je l'ai fait auparavant, il y a environ 17 consonnes répertoriées, je te les laisse juste à côté ici, tu pourras jeter un coup d'œil. Donc tu pourras tout mémoriser à condition que la liste des objets que tu souhaites mémoriser ne dépasse pas 17 objets différents dans la même liste.